Nous avons l'honneur, le plaisir et la grâce de recevoir un chercheur enseignant en théorie politique, notamment sur la pensée de l'anarchisme, mais il a écrit aussi un livre dernièrement qui s'appelle, je vais montrer ce livre, qui s'appelle Maîtriser les conflits par les communs. Alors les communs, eh bien il va nous en parler, ainsi que la maîtrise des conflits. Donc peut-on vraiment anticiper et déjouer et terminer les guerres par ce nouveau point de vue? Eh bien, je vais lui laisser la parole, comme vous le savez, donc il va parler, Edouard va parler 1 heure ou 1 heure et quart, enfin il n'y a pas de limite vraiment. À part quand les gens seront endormis, à ce moment-là, il vaut mieux les réveiller. Et puis ensuite, il y aura des questions, bien entendu, autant que vous voulez, que ce soit en distanciel, comme vous êtes certains d'entre nous, là, ou bien ici en présentiel. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis très honoré d'être là, et puis en plus, c'est dans une maison que je connais bien, la FPH, parce que j'ai travaillé avec eux, en tout cas, de longues années, et j'avais édité chez eux, d'ailleurs, aux fondations Charles Léopold Meyer, un petit livre sur les normes comptables avec une approche par les communs aussi, et ça a été l'occasion lors de l'apparition de cet ouvrage aussi de prendre contact avec Nicolas Alix, que je remercie aussi d'être ici, et avec qui j'ai pu travailler dans la coop des communs aussi, donc voilà, je veux dire presque la boucle est bouclée ici. Alors j'ai publié il y a quelques mois maintenant cet ouvrage dont vous parliez, qui s'appelle « Maîtriser les conflits par les communs », alors qui en fait résulte d'un postdoctorat que j'avais fait à Polytechnique il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans, et lors de ce postdoctorat, ma mission avec 2 autres postdoctorants, c'était de développer les outils d'analyse sur l'anticipation des conflits armés. Or, il se trouve que on avait commencé notre postdoc en 2021, si je ne me trompe pas, et arrive la crise qu'on connaît tous entre la Russie et l'Ukraine. Et là, dans l'équipe, et notamment aussi avec celui qui me supervisait à l'époque, Thomas Lindemann, qui est un très bon ami par ailleurs, il y a beaucoup d'attitudes politiques, notamment américaines, qui montraient une sorte de posture un petit peu de va-t-en-guerre, mais on se disait, c'est du bluff et tout ça va se dégonfler très rapidement. Donc nous qui étions censés être un petit peu les experts, ou en tout cas déchiffrer cette question de l'anticipation des conflits armés, eh bien, le 24 février 2022, là, il y a le tournant brutal, puisque il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et on était les premiers surpris par ça, et on se disait, mais finalement, à quoi on sert? À quoi sert ce post-doctorat? Est-ce que c'est bien quelque chose de sérieux, finalement, si même nous, en fait, on se plante totalement? Et en vérité, peut-être que les analyses qu'on aurait pu avoir à l'époque auraient été davantage précises ou lucides, simplement en discutant dans un bistrot du Donbass, plutôt que les analyses très pointues, ou censées être très pointues, qu'on pouvait avoir à Polytechnique. Et alors ce décalage soulignait le poids des grilles d'analyse dominantes, et nombre d'entre nous, en réalité, restions prisonniers d'un cadre assez rassurant, forgé notamment par les thèses de Steven Pinker, qui est un philosophe et politiste américain, qui a écrit un livre important, notamment, qui s'appelle « La part d'ange en nous », et qui, lui, estime notamment sur toute une analyse, y compris statistique, sur la longue durée, etc., depuis les origines de l'humanité, que nous sommes progressivement sortis d'états de conflits violents, et qu'en réalité, la guerre, désormais, est l'exception et non plus la norme, et donc avec un point de vue très
progressiste, au sens linéaire aussi du terme, en disant on est parti d'un état de barbarie, mais nous allons vers un état de régulation pacifique. Et finalement, lui-même le disait dans un article en 2019, qu'il n'y aurait plus de conflits armés violents, et alors encore moins en Europe. Et donc, en fait, malgré nous, on participait aussi un petit peu de cet optimisme politique. Alors, dans ce contexte, moi j'ai été amené à reconsidérer mes propres orientations de recherche, puisque jusqu'alors je me débattais sans grand enthousiasme dans les querelles qu'on peut avoir en théorie des relations internationales. Alors, pour ceux qui connaissent, entre les réalistes, les libéraux, les idéalistes, etc., qui est le sujet dominant, comment se comportent les acteurs, etc. Et moi, j'ai jamais été très convaincu par ces différentes écoles. Et travaillant depuis quelques années sur les communs, je me disais, mais comment je peux rattacher ce champ de recherche des communs avec la question de l'anticipation des conflits armés? Et donc, petit à petit, à maturer un petit peu tout ça, eh bien, il y a un moment où j'ai eu une sorte, presque un petit peu d'illumination, et je voyais ce champ complètement inexploré. Et en fait, il y a des éléments que moi-même je n'avais pas vus, alors qu'ils n'étaient pas formalisés comme tels avec une approche des conflits par les communs. Mais précisément, je me suis dit, je vais essayer de le formaliser, de le conceptualiser, parce qu'il y a des éléments empiriques qui montrent qu'il y a déjà des choses intéressantes. Donc progressivement, j'ai une conviction qui s'est imposée. Les communs s'offrent comme un cadre conceptuel précieux qui non seulement permet de comprendre les dynamiques conflictuelles, mais aussi peuvent permettre d'anticiper les guerres, faciliter les sorties de crise et même construire une paix durable. Là où les approches classiques échouent, du fait notamment de leur verticalité, de leur technicisme ou de leur aveuglement statistique, les communs introduisent une autre rationalité fondée sur la participation, la contextualisation et l'attention aux dynamiques locales. Alors, je vais revenir très brièvement peut-être sur la notion de commun, là, tu peux changer aussi, avec le point de départ canonique notamment. Alors, juste du coup, revenir très brièvement sur cette question des communs. Alors, d'un point de vue plus académique, universitaire, il y a le fameux article de Garrett Hardin, qui est un sociobiologiste, avec la tragédie des communs en 1968, qui va postuler que les ressources partagées sont vouées à la surexploitation en raison de la rationalité égoïste des individus, avec seulement, du coup, deux solutions qui lui paraissaient possibles. La privatisation, ou le marché des ressources, ou l'étatisation. Et donc là, on est vraiment au sein de la guerre froide avec ces deux paradigmes alternatifs qu'on a notamment avec les États-Unis ou l'URSS, c'est-à-dire que la question de la propriété, ça passe soit par l'État, soit par le marché. Après, il y a l'Europe qui peut essayer de faire un petit peu un mix entre les deux, mais il n'y a pas de voie alternative. Et alors, Elinor Ostrom, qui est prix Nobel d'économie, pour la première femme à l'être d'ailleurs, elle va remettre en question tous ces paradigmes de Garrett Hardin en disant qu'en réalité, cette tragédie des communs qu'il décrit dans son article relève en réalité de postulats anthropologiques qu'elle-même n'a jamais vus dans ses enquêtes empiriques, c'est-à-dire des individus seuls et isolés qui cherchent à maximiser leur intérêt, pour faire vite, et qui ne sont pas du tout inscrits dans un tissu social avec des valeurs, des normes, une histoire, etc. Et donc, elle, ce qu'elle va montrer, pour faire vite, c'est que de tous les terrains qu'elle a fait, en Asie, en Amérique du Sud, elle a commencé avec les nappes phréatiques en Californie, eh bien, les individus ne se comportent pas du tout comme ça. En réalité, il n'y a pas ce paradigme du passager clandestin qu'on a en économie, qui est en fait le paradigme ultime de Garrett Hardin. Elle dit, en réalité, ça n'existe pas. Les individus sont dans des communautés,
avec des valeurs partagées, et en réalité, s'il les transgresse, ces valeurs et ces comportements décidés de manière collective, ces normes décidées de manière collective, eh bien évidemment, il y a une sanction qui s'impose, et en réalité, souvent, les individus fonctionnent de manière collective. Alors, c'est à partir de ce paradigme des communs qui va supposer donc une participation collective à la chose commune, l'édiction de normes collectives aussi, et un fonctionnement, là encore, de manière plus ou moins autogérée, alors après avec des relations qui peuvent demeurer existantes avec l'État, des relations qui peuvent demeurer existantes avec des formes de marché aussi, mais de manière paradigmatique, on est dans des formes de partage, à la fois des décisions, donc il y a une dimension politique, et une dimension aussi davantage économique, de partage des ressources et de comment on décide aussi normativement de comment on partage ces ressources, comment on les accrédite, etc. Et donc j'ai essayé de transposer cette manière de fonctionner à la résolution, enfin, à l'anticipation des conflits, à leur résolution et à la question de la paix. Alors le projet que je poursuivais, donc c'est développé à travers 3 axes, donc l'anticipation, la résolution et la conjuration des guerres, notamment par un renouvellement de la notion de diplomatie, qui est une thématique sur laquelle je travaille aussi actuellement. J'essaie de tirer le fil, je vous en reparlerai un petit peu, mais notamment par quelqu'un que j'ai rencontré, qui est assez passionnant, qui était un diplomate britannique qui s'appelle Ken Ross, et qui a démissionné suite à la guerre en Irak, et au fiasco que ça a été avec tout ce qu'on connaît sur évidemment les fausses déclarations de Powell, etc., sur l'anthracite, etc. Et ce diplomate, donc Ken Ross, donc, qui travaillait sur le gouvernement de Tony Blair, démissionne et va écrire plusieurs ouvrages dénonçant la diplomatie actuelle, et va fonder un institut, une association qui s'appelle The Independent Diplomat, et qui consiste à défendre les peuples qui n'ont pas d'État ou qui n'ont pas de représentation auprès des organisations internationales. Donc avec un certain nombre d'opérations qu'il a pu faire, notamment avec les Kurdes, avec le Sahara occidental, avec tout un tas de peuples non représentés. Alors, dans un premier temps, donc un petit point sur la question de l'anticipation et la critique qu'on va pouvoir faire, notamment de la notion de prospective. Alors, on peut dissocier un petit peu les deux aussi, prospective et anticipation. Alors, sur la prospective, déjà dans un premier temps, c'est une discipline qui va se développer au XXe siècle, notamment au milieu du XXe siècle, alors notamment avec un Français qui s'appelait Gaston Berger, avec d'autres figures comme Bertrand de Jouvenel, qui a été un petit peu oublié, mais qui était un politiste très important des années 30, 40, 50. Et aux États-Unis, on a une organisation très importante qui s'appelle la Rand Corporation, qui est issue à l'origine de l'armée de l'air américaine, et qui est un des think tanks les plus importants sur la production intellectuelle concernant les conflits armés aux États-Unis, et qui ont un budget absolument phénoménal, et qui vont développer aussi cette discipline de la prospective. Et alors, dans la prospective, il va y avoir le développement de plusieurs méthodologies avec des sophistications plus ou moins importantes. Il y a la méthode Delphi notamment, il y a des simulations informatiques, il y a beaucoup les big data qui vont être mobilisés. Donc c'est énormément de statistiques notamment. Et
le problème, c'est que, en fait, on se rend compte que ces méthodes, pour 99% du temps, eh bien, elles vont pas être efficaces et elles vont être incapables d'anticiper des événements, des conflits importants. Même si, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent les dirigeants vont vouloir les garder, parce que même si elles ne marchent pas, ça leur donne quand même un éclairage avec des tendances, etc. Et en gros, ils préfèrent avoir des tendances même faussées que pas de tendance du tout, pour faire très vite. Alors là-dessus, il y a un politiste notamment américain qui s'appelle Lawrence Friedman, qui a écrit tout un livre sur cette question de la prospective et de ses échecs dans l'histoire, et notamment aux États-Unis, notamment concernant la guerre du Vietnam, la chute de l'URSS, etc. Et qui montre tous ces échecs et pourquoi ils ont eu lieu. Alors il y a tout un nombre de biais cognitifs, institutionnels, épistémiques, qui vont relever notamment de cette illusion de la maîtrise statistique, comme je vous le disais, et qui souvent se basent sur le passé. Alors c'est le même problème d'ailleurs qu'on va avoir avec les big data actuels, avec notamment l'intelligence artificielle, c'est que toute la data, eh bien, par définition, repose sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Et donc les projections les projections vers le futur, donc, se font à partir du passé. Et donc ça va être très compliqué dans cette perspective de concevoir l'inconnu, ce qui va surgir, la question de l'événement. Donc on peut être capable, en réalité, bien d'avoir des scénarios, mais qui vont être toujours sur quelque chose de linéaire. On n'est jamais sur des fractures ou sur des changements de paradigmes radicaux. On est toujours dans une forme de continuité. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que va se baser Steven Pinker, dont je vous parlais en début d'intervention. Alors, il y en a qui ont souligné ce point très dommageable pour l'anticipation, notamment, vous connaissez tous, j'imagine, en tout cas de nom, Nassim Taleb et ses fameux signes noirs. On en a beaucoup parlé, notamment lors de la crise financière de 2008, où lui, il va beaucoup insister sur, en effet, cette incapacité à anticiper, dès lors qu'on ne prend pas en compte, notamment ces fameux signes noirs qui sont des événements qui vont résister au modèle probabiliste. Et il va critiquer notamment tous les experts ou les élites qui, en fait, vont surévaluer la robustesse de leur dispositif de prévision, ce qu'il appelle l'arrogance épistémique. Et quand bien même parfois les systèmes d'alerte peuvent fonctionner, eh bien il va y avoir très souvent une forme d'inertie institutionnelle, liée notamment à l'inaudibilité de signaux faibles ou au refus de voir, comme ça a été le cas tragiquement notamment lors du génocide rwandais. Donc dès lors, l'anticipation ne peut se limiter à une amélioration technique de la prospective, mais repensée comme un geste critique, je pense, épistémologique aussi, et pluraliste dans ses outils. Et à mon avis, c'est en réalité, dans la dimension même de l'anticipation de la prospective, il y a une dimension véritablement politique. Alors, ce qui m'amène... voilà, donc cette épistémologie de l'incertitude qu'il faut repenser, loin de ce qu'on appelle les modèles linéaires, et donc penser les signaux faibles, la discontinuité des événements. Alors il y a un certain nombre d'auteurs très différents, comme Thucydide, qui est ce grand historien de la guerre du Péloponnèse, chez les Grecs de l'Antiquité. Hermann Kahn, qui lui va être plus spécialiste de l'économie comportementale, et là aussi c'est très intéressant dans tout ce qui est biais cognitif, etc., de comment anticiper aussi les choses. Et quelqu'un comme Deleuze aussi, qui est un philosophe des années 70-80, qui lui va beaucoup penser aussi l'anticipation et les effets de seuil. C'est-à-dire à quel moment en fait
on peut continuer sur une même logique, mais à un moment, il suffit d'un tout petit truc, un tout petit élément pour que tout bascule, tout le système bascule. Ce qu'il appelle un effet de seuil. Et du coup, la simple continuité linéaire ne permet pas d'expliquer ce basculement, hein, mais c'est comment ce battement d'aile d'un papillon peut permettre de faire basculer les choses de manière vraiment systémique. Et donc là, je me suis dit, peut-être que les communs aussi, ils ont quelque chose à nous apprendre là-dessus aussi, d'un point de vue épistémique, avec cette question, cette dimension que j'ai pu appeler l'intelligence collective du commun ou des communs, où l'intelligence collective ne serait pas seulement une méthode, mais constituerait une ressource épistémique à part entière, capable de surclasser les experts dans des contextes d'incertitude, de complexité ou d'interdépendance stratégique. Alors, là aussi c'est intéressant parce qu'il y a des auteurs déjà qui remontent à déjà assez loin, comme Machiavel. Alors, on pourrait se dire que Machiavel, on a tous en tête le prince de Machiavel, qui est cet individu qui va fonctionner au vu de la raison d'État et qui est quelqu'un qui va décider de tout pour tout politiquement. Alors on connaît tous le prince, il y a un autre livre de Machiavel qu'on connaît moins, qui est beaucoup plus intéressant, qui s'appelle « Les discours sur la première décade de Tite-Livre », où là, eh bien, très bizarrement, Machiavel va affirmer que la foule est plus sage et plus constante qu'un prince. Et alors ce jugement qu'on retrouve et qui va développer dans plusieurs pages de ce livre, c'est un jugement qu'on va retrouver de manière beaucoup plus empirique et beaucoup plus scientifique, qui va être développé au XXe siècle par quelqu'un qui s'appelait Francis Galton, et qui va montrer au début du XXe siècle, donc il se balade dans un village, et là il tombe sur une foire où il y a cette attraction, où chaque villageois doit évaluer le poids d'un bœuf. Et celui qui sera le plus près du poids de ce bœuf, eh bien, gagnera un gros lot. Et alors ça intéresse Galton qui se met à côté des personnes qui viennent pour donner leur évaluation, alors qu'ils écrivent sur un petit papier et qu'ils plient ensuite, qu'ils vont déposer dans une urne. Et Galton, eh bien, il va recueillir, après que ces personnes aient voté et donné leur évaluation, il va recueillir ce que chacun a écrit comme évaluation du poids du bœuf. Et à la fin de la journée, il va recueillir l'ensemble de ces papiers, il va en faire la somme, qu'il va diviser par le nombre de personnes qui a voté, et il va se rendre compte que, à quelques grammes près, on arrive au poids exact du bœuf. Et donc en fait, l'ensemble des individus, par leur point de vue individuel, subjectif, etc., leur ensemble a pu évaluer de manière quasiment exacte le poids du bœuf, alors qu'aucune de ces personnes n'était bouchée ou avait une quelconque compétence en la matière. Plus récemment, il y a un Américain qui s'appelle Philip Tetlock et qui est spécialiste précisément dans tout ce qui est prospective et anticipation, et qui va développer cette intuition de Galton, alors que Galton a déjà formalisé, mais lui, il veut vraiment en faire l'expérience et formaliser ses expériences pour l'anticipation d'événements, quels qu'ils soient, des crises économiques, des conflits, etc. Et donc il va travailler à un projet qui s'appelle The Good Judgment Project, où en fait il va recruter des volontaires, alors quels qu'ils soient, et notamment par Internet. Alors ça pouvait être des étudiants, des universitaires, mais aussi des
des personnes intéressées, des personnes au foyer, que sais-je, enfin, peu importe, pour faire des poules de personnes, alors les plus nombreuses possibles, et qui vont ensemble donner des prévisions sur tel ou tel événement, alors qu'ils sentent ou pas, enfin, peu importe, ils peuvent choisir sur tout un panel d'événements qu'ils peuvent évaluer. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre Taïwan et la Chine? Est-ce qu'il va y avoir une crise économique dans l'année qui suit? Bref, il y a tout un tas de panels comme ça, d'évaluations qu'ils peuvent faire. Ils peuvent même en proposer, hein, y compris qui va gagner Roland-Garros, enfin, plein de choses très très différentes. Et il va travailler sur ce jugement avec notamment la DARPA, hein, qui est le département aux États-Unis, qui est un département de l'armée aussi de prospective et d'anticipation, qui travaille avec la CIA. Et ils vont confronter son pool, hein, du Good Judgment Project, aux meilleurs experts de la CIA, sur notamment des conflits potentiels. Et au bout d'un an, alors ils sont en plus en concurrence avec d'autres groupes, bon, et au bout d'un an, eh bien, ils se rendent compte que le groupe d'experts de la CIA s'est fait battre à plate couture par ce pool du Good Judgment Project. Avec cette idée que, là encore, ce qui va être déterminant, c'est que ce sont des individus qui sont d'horizons très différents, puisque ça peut être absolument n'importe qui. C'est des personnes qui peuvent converser entre eux aussi. Et ce sont des personnes qui, a priori, n'ont pas aussi d'idées préconçues, notamment de manière institutionnelle. C'est-à-dire que un expert de la CIA, il va être aussi complètement influé, en quelque sorte, par l'institution dans laquelle il est, pour laquelle il travaille. Et ça aussi, ça va être un biais cognitif très important. Alors, il y a un exemple aussi qui est assez intéressant sur ce phénomène sur l'anticipation de ce phénomène de crise et d'intelligence collective qui est très assimilable à ce qu'on peut appeler une forme de commun, qui est la crise des missiles de Cuba en 1962. Alors vous savez tous que lors de cette crise, la guerre nucléaire a pu être évitée de peu. Ce qu'on a moins en tête, c'est qu'un an auparavant, il y a eu l'épisode de la baie des cochons. Alors, pour rappel, vous savez, la baie des cochons, c'est quand les Américains, alors en pilotant des Cubains, ont voulu débarquer sur Cuba pour renverser le régime de Castro. Ce qui a été un échec complètement terrible pour les Américains. Et il se trouve que l'équipe qui était aux manettes pour l'épisode de la baie des cochons est exactement la même équipe qui a permis la résolution de la crise des missiles de Cuba en 62. Donc on a un échec patent en 61, qui est vraiment, il passe vraiment pour des pieds nickelés. Et en 62, on a une sorte de prouesse complètement improbable qui permet de conjurer l'apocalypse nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, c'est bien simple, c'est que pour l'épisode de la baie des cochons, vous aviez cette équipe qui fonctionnait de manière statistique et verticale. C'est-à-dire que vous aviez le président, Kennedy, qui demandait à ses experts et aux généraux, bon, quel est le pourcentage de chance pour que notre opération réussisse? Et alors, on lui avait donné un nom, alors je ne sais plus, c'était 30 ou 40%. Et pour Kennedy, c'était déjà un pourcentage très important
qu'il avait évalué de manière très importante, alors que pour les militaires, au contraire, ça voulait dire qu'il y avait très peu de chances que ça réussisse. Donc déjà, ne serait-ce que sur l'interprétation des chiffres, il y avait eu un gros quiproquo. Ensuite, c'était le président Kennedy qui pilotait absolument toutes les opérations de manière très verticale, et toute son équipe était un petit peu flippée de son autorité aussi. Il n'y avait pas de contradiction, il n'y avait rien. Bon. Donc on était sur quelque chose en fait où il n'y avait pas de discussion, il y avait des mésinterprétations sur les chiffres, enfin bref. Suite au fiasco, il y a cette idée de complètement revoir la cellule de crise et son organisation. Ce qui va beaucoup changer, c'est que, notamment dans un premier temps, qui va être le temps le plus important de discussion, Kennedy sort de la pièce. Pour la résolution de la crise des missiles, en tout cas dans un premier temps, le président n'est pas là. Et donc vous allez avoir les différents experts qui vont discuter entre eux, et il va même y avoir l'instauration d'un contradicteur, au sens institutionnel même, un avocat du diable, en la figure de Robert Kennedy, qui va remettre en cause, par principe, tout ce qu'on va lui proposer. Et donc ça va permettre aussi de challenger de manière très efficace l'équipe. Et donc il y a cette idée là aussi qui va être très importante dans cette manière de concevoir l'intelligence collective, que là aussi, alors bon, si on n'est pas dans cette cellule de crise principalement avec des horizons très différents, parce que ça reste quand même des individus qui ont un petit peu le même background, des idées qui peuvent être assez similaires, mais en tout cas, il y a justement pour permettre cette diversité, en tout cas l'instauration de la contradiction qui va être fondamentale. Alors, il ne faut pas que j'oublie de passer les slides. Bon. Voilà, donc cette forme de délibération distribuée qu'on a dans cette cellule de crise qu'on appelle l'ex-COP. L'avantage des communs, donc, ça va être d'instituer une forme de savoir distribué, réflexif, et qui va permettre de mobiliser des marges, on pourrait appeler des marges cognitives, ou des signaux faibles, ou des personnes qui ont des avis très originaux, de permettre un certain espace des possibles, et donc de générer des décisions plus robustes, avec des évaluations collectives qui vont devenir une capacité politique à part entière. Alors, cette intelligence collective, cette intelligence stratégique, elle va être liée aussi, me semble-t-il, à ce qu'on va appeler la pensée systémique. Alors, la pensée systémique, elle va se distinguer de la pensée linéaire. On pose la pensée linéaire à la pensée systémique, où la pensée linéaire, elle va beaucoup fonctionner par silo, par causalité, voire même parfois par causalité unique. Alors que dans la pensée systémique, on va beaucoup insister davantage sur la contingence, l'interdépendance aussi des acteurs, des systèmes, etc. Sur la notion d'émergence aussi, comment la complexité peut faire émerger des choses, des événements, etc. Et donc on va être dans une approche beaucoup plus holistique en réalité. Cette pensée systémique, elle est aussi très liée à des formes d'agencement polycentriques.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la pensée des communs, cette idée de polycentricité, où notamment le local, ou ceux qui sont les plus proches des événements ou du terrain, sont les plus à même aussi de rapporter la meilleure information, l'information la plus fiable. Et donc c'est quand on met en réseau aussi tous ces individus, toutes ces informations, qu'on va être à même d'avoir les informations les plus fiables sur tel ou tel point. Alors, en ce qui concerne les guerres, c'est quelque chose qui est assez flagrant, notamment sur tous les cas de peace building. Peace building est un petit peu, dans une certaine mesure aussi, justice transitionnelle, je vais y revenir. Puisque dans les peace building, donc c'est cette idée qu'on peut construire la paix par, j'allais dire au mieux des États, mais très souvent des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'ONU, etc. On va fonctionner de manière très descendante. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui vont arriver et qui ont déjà dans leur valise des schémas préconçus qui sont assez simples, avec des feuilles de route où on se dit, bah, voilà, un conflit c'est dû à ça et ça, en fonction de tel élément, on le résout de telle manière, et cela de façon très souvent très normée, où ces institutions, Banque mondiale, ONU, etc., vont avoir une feuille de route avec des normes du coup à appliquer. Et ces normes, évidemment, ne feront l'objet d'aucune discussion, y compris de la part de la population concernée. Donc ça, c'est ce paradigme aussi qu'on a appelé la gouvernance, qui est venu peu à peu s'imposer pour remplacer le terme de gouvernement dans ces processus de peace building, dans la mesure où on estimait que les populations sur place, notamment parce qu'on estimait qu'elles étaient encore trop prises peut-être dans les passions des conflits, etc., les populations sur place n'étaient pas aptes à décider des normes de la politique qui convenaient. Et donc, on va avoir ces institutions qui vont imposer ces normes, et très souvent, en fait, ça va avoir un effet inverse à l'effet désiré, c'est-à-dire la paix et la régulation du conflit. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner en cas de figure. Il y a, alors, du Kosovo, où vous aviez très souvent des épisodes de violence très importants, alors qui étaient désignés par les organisations, et notamment l'ONU, comme des conflits d'ordre ethnique, alors qu'en réalité, et ça il y a un certain nombre de témoignages qui le montrent aussi, c'était aussi beaucoup de révoltes contre les institutions internationales. Et donc les conflits n'étaient pas que ethniques, mais aussi très souvent étaient liés à une révolte par rapport aux organisations qu'on essayait de leur imposer. Et donc il y a un certain nombre d'analyses qui vont montrer que lorsque les responsables des ethnies en question étaient convoqués, donc déjà même l'idée politique de convocation, là ça pose un certain nombre de questions, ces chefs ethniques disaient, écoutez, nous de toute façon, on n'est pas responsables. Et alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le problème de ces peace building et de la question de la justice transitionnelle aussi, c'est que ces populations ne sont pas responsabilisées dans la mesure tout simplement où elles n'ont pas de pouvoir politique.
Et donc en fait, on va leur reprocher de ne pas être responsables, mais elles ne peuvent pas l'être dans la mesure où elles n'ont pas le pouvoir pour l'être. Donc il y a toute une réflexion en réalité aussi qui va se poser sur la question de comment on rend, on donne de la capacité aussi politique à ces populations pour pouvoir construire véritablement des sorties de guerre et des formes de justice transitionnelle. Alors, néanmoins, dans le cadre de la justice transitionnelle, il y a des cas assez intéressants. Alors, on peut, que j'ai pu moi-même rattacher à la notion de commun, parce qu'on est vraiment sur des éléments très similaires, où vous avez des communautés donc, qui vont s'organiser entre elles pour pouvoir sortir de la guerre et discuter, y compris entre les bourreaux et les victimes. Alors, cette discussion, évidemment, c'est pas une discussion, comme on pourrait discuter ici, évidemment. Il y a des affects qui sont très importants, d'une part, il y a encore des passions, etc. Mais en tout cas, ça permet, c'est le premier pas, le premier stade, pour que les individus puissent imaginer à nouveau revivre en commun. Et très souvent, dans le cas du Rwanda, par exemple, les tortionnaires continuent à vivre à 2 pas des victimes, très souvent. Vraiment, ça continue à être des voisins. Et donc ces communautés vont imaginer des institutions, donc ils vont créer des institutions. Alors certains reprennent des institutions anciennes, des institutions qui relèvent de la résolution des conflits internes, comme les Matoku ou les Gakaka, chez les Acholi par exemple, et qui vont, au Rwanda, et qui vont permettre si ce n'est de résoudre, en tout cas d'apaiser les choses pour envisager ces sorties de guerre et de violence. Alors, là encore, ça se fait jamais tout le temps sans heurts. Il y a souvent la réclamation de sanctions aussi, en termes pénals, évidemment. Mais là encore, là où il y a des tensions qui vont pouvoir être ravivées, c'est quand vous avez l'État qui va vouloir, ou l'institution qui va vouloir, enfin l'institution au sens souverain, qui va vouloir s'immiscer dans ces communautés, là encore pour appuyer son pouvoir souverain de base, qui est un pouvoir juridique aussi, notamment lié au pénal, et notamment dans un certain nombre de cas de justice transitionnelle, vont être imposés des magistrats, et non pas des personnes, des communautés qui souvent vont aussi davantage jouer le rôle d'arbitre que de magistrats au sens pénal et d'autorité étatique. Et donc très souvent, eh bien, on a l'exemple de communautés de sortie de guerre qui marchent pour certaines, qui ne marchent pas pour d'autres, et qui ne sont pas du tout pour des raisons économiques ou de typologie de conflit particulière, mais véritablement d'organisation des communautés. C'est le cas, par exemple, de manière très flagrante, entre la Somalie, dans le cas de la Somalie, on est dans la configuration de sortie de guerre qui fonctionne très mal, avec une forme d'hybridation, d'organisation internationale et de gouvernements qui veulent absolument tout chapeauter, et ça ne marche pas. Il y a toujours un conflit et une violence endémique qui sont très importantes. Tandis qu'au Somaliland, eh bien, il y a eu une culture qui remonte aussi au XIXe siècle, où il y avait une opposition très importante aussi par rapport aux colons de l'époque, et a été sauvegardée
des formes d'autonomie, de tradition, etc. Ce qui fait que les communautés ont naturellement cette capacité aussi de résoudre eux-mêmes les conflits. Et au Somaliland, en réalité, on est dans une société qui va être beaucoup plus pacifiée. Alors, je vous ai parlé un petit peu du Kosovo. Un petit point sur la question de la diplomatie. Alors, moi, j'ai parlé de diplomatie des communs. Je vous ai parlé un petit peu de Ken Ross aussi, qui était ce diplomate britannique qui va critiquer la diplomatie actuelle, qui est toujours en fait très étato-centrée, très liée à ce paradigme westphalien, hein, vous savez, ce traité de Westphalie de 1648, hein, qui disent que c'est à partir de là que le système international des États s'est créé, où le but est de concevoir des équilibres entre des États avec des frontières bien délimitées, un gouvernement qui donne le là, et des diplomates qui sont rattachés à ces gouvernements. Ce que Ken Ross montre bien, c'est que le problème dans la diplomatie westphalienne, et qu'on retrouve dans le système international actuel, c'est que c'est un système qui va beaucoup fonctionner sur le paradigme du jeu d'échecs. C'est-à-dire que il y a les blancs, les noirs, des pièces qui ont certaines fonctions, on est beaucoup sur le nous, eux, etc. Et toujours sur cette idée que il y a des pièces qui fonctionnent de manière rationnelle, qui ont une fonction, etc. Et lui, il dit, voilà, c'est une manière de simplifier à l'extrême le monde, mais les diplomates, en réalité, ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils ont besoin d'une grille de lecture simplificatrice. Parce qu'en étant, en fait, le relais des États, eh bien, les États sont contraints d'avoir cette grille de lecture très simple, parce que l'État, c'est un acteur. C'est un acteur, et puis il s'adresse à un autre acteur, qui va être un autre État, etc. Et donc, pour cette raison, il y a une simplification du réel qui amène aussi à conduire à des conflits. Et ce qui va être fondamental, et c'est cette approche par les communs, alors lui ne le formalise pas comme tel, mais ce qui va être fondamental, précisément, c'est comment on intègre davantage de sujets qui rendent compte de la complexité du réel. Donc le problème, c'est pas le corps diplomatique, c'est que ce corps est trop simple. C'est qu'il n'y en a qu'un, et qu'en fait, il faudrait le multiplier. Il faudrait multiplier les diplomates. Pour qu'il y ait aussi une anticipation des conflits qui soit meilleure, pour qu'il y ait des relations aussi plus complexes, qui évitent aussi parfois des quiproquos diplomatiques qui peuvent conduire aussi à des guerres, hein, là encore sur des interprétations de propos par un chef d'État, ou même des télégrammes, etc. Parfois il y a des guerres qui peuvent se déclencher sur des éléments qui peuvent nous paraître complètement dérisoires. Et donc voilà, ça va être aussi un élément important. Donc, je vous ai parlé déjà un petit peu de Ken Ross. Alors cela dit aussi, j'ai essayé d'élargir cette dimension de diplomatie des communs, ou de l'anticipation des communs par l'intelligence collective. Bon, je pense qu'il y a la dimension aussi institutionnelle qui va être très importante, au sens politique du terme. C'est-à-dire que là encore, cette intelligence collective qu'on peut attribuer aux communs pour l'anticipation, la résolution de conflits par des communautés locales, une diplomatie parallèle, hein, qu'on appelle aussi second track, qu'essaye de développer quelqu'un comme Ken Ross par exemple, mais il n'y a pas que lui,
Tout ça c'est bien, mais ça n'a pas un poids suffisant pour changer la donne en termes systémiques. Et donc pour penser en termes systémiques aussi, il faut aussi penser en termes institutionnels. Et donc moi, ça fait quelques années que je m'intéresse beaucoup à la notion de fédéralisme, qui est à mon avis la forme politique qui épouse aussi cette question de complexité, de polycentricité dont j'ai pu aussi vous évoquer la chose. Et cette notion de fédéralisme, eh bien, on la retrouve déjà chez un auteur que j'ai moi-même beaucoup travaillé, qui est Pierre-Joseph Proudhon, qui était le premier théoricien anarchiste du début du XIXe siècle, et qui va dire le fédéralisme, déjà, c'est pas quelque chose qui se réduit aux politiques ou à un État. Parce que nous, quand on parle de fédéralisme, on a tous en tête l'Europe, déjà, la Suisse, le Canada, que sais-je. Alors ça, c'est le fédéralisme qu'on qualifie de hamiltonien. C'est-à-dire qu'en gros, on va déconcentrer l'État en d'autres petits États qui souvent vont lui être subordonnés, même s'ils ont un petit peu plus d'autonomie. Proudhon, lui, dit, le problème de ça, il est de deux ordres. Déjà, il continue à fonctionner de manière complètement descendante. C'est-à-dire que c'est l'État fédéral qui a avant tout l'autorité sur les autres entités politiques qui lui sont subordonnées. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la question économique. Et donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup soucier Proudhon à son époque. Et pour lui, le fédéralisme ne doit pas être que politique, il doit être aussi économique. C'est-à-dire que les entreprises, les unités de production, etc., doivent aussi se fédérer pour répondre aux besoins de la population. Et donc, et se coordonner aussi pour améliorer la production, etc. Bon. Et donc, vous avez une dimension politique qui elle-même va être rattachée à la dimension économique, et on a des allers-retours entre les deux pour faire en sorte que il y a une adéquation entre les besoins et une démocratie, alors du coup qui vient du bas, Proudhon est très attaché à la commune, qui pour lui est l'entité politique par excellence, et qu'on retrouve déjà chez les Grecs de l'Antiquité, qui permet à la fois de traiter d'affaires assez globales, mais qui permet aussi la discussion, le vis-à-vis, etc. Mais ces communes en question, elles ne sont pas autarciques pour autant. Donc c'est là où il se détache du point de vue de l'Antiquité. Pour les Grecs, l'idéal c'est l'autarcie, mais pour des auteurs comme Proudhon, qui se réclament d'ailleurs d'une forme d'internationalisme, eh bien il doit y avoir un échange entre ces différentes unités. Et donc évidemment qu'ils vont beaucoup aussi insister sur l'échange. Et donc dans cette idée de fédéralisme, il y a aussi l'idée que ça permet de conjurer la prétention parfois impériale des États qui peuvent avoir cette dimension un petit peu va-t-en-guerre, où vous avez des individus qui vont décider de faire la guerre. On a un chef d'État qui va décider de faire la guerre. Là, on va être dans un processus beaucoup plus complexe, où pour qu'il y ait la guerre, il faut au moins des votes à la majorité par l'ensemble des unités politiques, etc. Donc ça va être très complexe de partir en guerre, mais par contre ça va être très simple de se défendre, puisque toutes ces unités sont liées par un pacte défensif. Donc là aussi, cette complexité, qui est mise en forme institutionnellement, permet cette conjuration de cette dimension 20 ans de guerre, alors qu'on a encore revu récemment, avec tout un tas de discussions juridiques d'ailleurs assez intéressantes, parce que il était question par exemple de savoir est-ce que Trump avait le droit de bombarder l'Iran.
Et donc vous avez tout un débat de constitutionnalistes qui disent est-ce qu'il aurait dû quand même faire voter le Congrès ou pas? Et en fait, en réalité, on se rend compte que non, juridiquement, il peut très bien passer outre le Congrès. Et en réalité, depuis quelques dizaines d'années maintenant, les chefs d'État se gardent bien de faire voter le Parlement. Et donc là, il y a comment dire, une sorte de révélation aussi de vérité du fonctionnement des États dans leur rapport à la guerre. Alors, vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on ne déclare plus la guerre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne déclare plus la guerre. Ce qui permet... Alors, parce que quand on déclare la guerre, c'est aussi mieux de faire voter le Parlement, précisément. Il y a quelque chose de solennel, d'institutionnel. Mais quand on ne déclare pas la guerre, finalement, on est dans quelque chose de beaucoup plus flou, de plus informel, ce qui permet de passer outre aussi les procédures démocratiques. Voilà, donc je termine là, j'ai déjà parlé un peu plus d'une heure, mais voilà, je vais terminer donc sur cette idée que les communs permettent aussi d'envisager l'idée de paix, alors au sens positif du terme. Parce que là aussi, c'est un aspect important, c'est que très souvent, la paix, elle est conçue comme l'absence de guerre. Et qu'en fait, c'est plusieurs épisodes qu'on va avoir, où on se dit, ouf, là on se met plus sur la tronche, c'est super, on en profite, mais quelle va être la prochaine guerre? Précisément, moi, je pense que cette approche par les communs, par le fédéralisme, permet aussi de concevoir de manière plus sereine une paix plus durable et parce qu'aussi plus collective. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Edouard.